Thomas, je suis le nouveau. Ça va le voyage? On a là notre tout premier contact avec une civilisation extraterrestre. C'est la première émission diffusée à destination des extraterrestres. Le signal vidéo qu'on reçoit, j'ai découvert qu'il y a du télétexte dedans. C'est pas du télétexte, c'est du binaire. Si c'est vraiment un LLM, faut que je l'installe quelque part où c'est isolé. Donnez-moi celui que vous appelez Thomas. Ah, attends, avant de commencer, je vais en profiter pour aller chercher une chenille, ok? Ouais. Tu veux m'aider? Tu peux aller chercher dans cet arbre-là et moi je vais voir là-bas. Ça marche. Mais le premier qui trouve gagne. Ok, c'est très bien. J'adore découvrir la faune et la flore de la Terre, de toute façon. La Terre, la vraie Terre, hein? Pas la planète. Ah, j'ai gagné. Bravo. Pauvre chenille, hein, quand même. Elle a clairement pas envie d'être dans une boîte. Ah oui, non, t'inquiète, c'est temporaire. C'est juste le temps qu'on la ramène au bureau, je l'étudie et après on va la relâcher. Comment tu sais qu'elle va être correcte, même si c'est temporaire? Mais tu sais quoi? T'as raison, c'est pas si évident que ça de savoir si nos animaux sont heureux. Et même ceux qu'on pense connaître le mieux. Shaika, Alessandro et Jessica, Tiffany, Samboy et Thomas aussi. C'est le Vortex, c'est le Vortex, réunis pour préparer notre rencontre avec de nouvelles formes de vie extraterrestres. C'est le Les animaux de compagnie nous font du bien, et c'est pas juste une façon de parler. On a aujourd'hui de nombreuses preuves de leurs effets positifs sur notre santé à la fois physique et psychologique. Nos animaux de compagnie agissent comme des supports émotionnels en nous procurant de la joie, de l'apaisement, une présence réconfortante ou protectrice, un amour inconditionnel. Ils nous permettent de parler sans nous sentir jugés, nous ancrent dans le présent, réduisent notre isolement, notre risque de dépression et nous donnent un sentiment d'appartenance à un groupe ou à une communauté. Il est admis qu'en contrepartie, nous leur fournissons le gîte et le couvert et de l'attention, et qu'à ce titre, il serait de bon ton qu'ils soient également satisfaits d'être parmi nous. Mais est-ce suffisant pour garantir leur bien-être? Ben oui, regarde. Lui, il a l'air super heureux, il fait la fête. Comme nous l'avons déjà tous durement appris, faire la fête ne veut pas dire qu'on vit un quotidien heureux et épanoui. Alors qu'est-ce que le bien-être animal et comment le quantifier? Le concept de bien-être animal tel qu'on le connaît aujourd'hui a émergé au siècle dernier au Royaume-Uni, initialement pour assurer un niveau de confort respectable aux animaux de production à l'ère de la mécanisation. Et il a ensuite été amélioré et codifié en 1979 par le Conseil pour le bien-être des animaux d'élevage sous le nom des 5 libertés. Liberté de la faim et de la soif, liberté de l'inconfort, liberté des douleurs, des blessures et des maladies, liberté d'exprimer des comportements naturels et liberté de la peur et de la détresse. Le principe des 5 libertés sera diffusé et adopté comme référence à l'échelle internationale, puis étendu aux animaux de compagnie. Un grand pas en avant pour la cause animale, mais qui reste malgré tout insuffisant pour caractériser ce qu'est le bien-être. Les 5 libertés permettent en effet de définir des exigences minimales en assurant à l'animal l'absence de stimuli négatifs, mais elles ne lui assurent aucunement la présence de stimuli positifs. Les approches les plus récentes du bien-être animal incluent donc toujours les 5 libertés, mais en donnent une définition plus large, en y ajoutant les expériences positives et le concept de qualité de vie. La dernière définition du bien-être animal ajoute l'importance de la satisfaction de leurs attentes, par exemple continuer d'ouvrir la porte à son chat si on l'a fait tous les jours depuis 10 ans, et introduit l'importance de la variabilité du bien-être en fonction des perceptions de l'animal. L'idée c'est donc d'essayer de satisfaire au maximum ses besoins physiologiques et comportementaux, ses attentes, mais aussi de lui permettre d'expérimenter assez de situations perçues comme étant positives pour lui offrir une bonne qualité de vie. T'as vu ce que j'ai trouvé? Mais Thomas, c'est un chien? T'as vu, hein? Les gens n'ont plus aucune honte, je te dis. Hein? Je l'ai trouvé abandonné en plein jour à côté d'une boulangerie. Il m'a pas du tout l'air abandonné, Thomas. Qu'est-ce qui te fait dire ça? La laisse, le harnais, faut qu'on le rende à son propriétaire. Ouais, mais il avait l'air tout triste quand je l'ai trouvé. Là, regarde comme il a l'air content. C'est sûr qu'il préfère être avec moi. Hein? C'est pas du tout aussi évident que ça. La difficulté, c'est de savoir ce que l'autre perçoit et ressent quand l'autre est un chien ou un chat. Les réactions de nos animaux peuvent donner de bonnes indications de leur état émotionnel si on est un propriétaire averti, mais elles peuvent aussi être mal interprétées. Par exemple, un chien qui reste calme pendant qu'un inconnu le caresse ne veut pas forcément dire qu'il est consentant et heureux de cet échange. Ça peut être aussi le signe d'un profond état d'inconfort et de stress auquel ce chien répond en se figeant et en attendant que ça passe. Pour évaluer l'état de bien-être ou de mal-être de nos animaux, nous n'avons donc d'autre choix que de nous reposer sur ce qu'ils veulent bien nous communiquer. Et ils nous disent en fait beaucoup de choses pour peu qu'on y soit attentif. Pas sous la forme de mots évidemment, mais via leur comportement.
Et les comportements qui nous posent problème sont en général les plus parlants. En 2011, il a été estimé que 40 à 87% des chiens auraient des comportements considérés comme problématiques par leurs propriétaires. Le plus fréquemment, des problèmes d'agressivité, de malpropreté, de destruction et de vocalise. Aux États-Unis, ces comportements jugés problématiques seraient responsables d'environ la moitié des abandons de chiens. Sauf que très souvent, la cause de ces comportements jugés problématiques, c'est soit un stress chronique, c'est une façon pour l'animal de nous dire « là ça va pas, je me sens mal, j'ai trouvé que ça à faire pour calmer mon stress » ou « cet environnement ne me convient pas », ça signale un état de mal-être plus ou moins important. Soit de la douleur ou une maladie, la première chose à vérifier quand on a un chien agressif, c'est qu'il n'est pas tout simplement mal quelque part. Soit c'est même pas un comportement anormal, ça fait juste partie du répertoire comportemental de l'animal. Par exemple, pour les problèmes de destruction d'objets, le besoin de mâchouiller, ça fait partie des comportements naturels du chien. Et le fait de faire ses griffes ou de monter sur les meubles, c'est aussi un comportement naturel et essentiel pour un chat. Sauf que si on n'accepte pas ça, qu'on les empêche d'exprimer ces comportements, ou pire, qu'on les punit, ça peut créer un état de mal-être durable et donc on retombe sur les comportements problématiques causés par le stress chronique, destruction, aboiement, malpropreté, agressivité, etc. En gros, la manière qu'ont nos animaux d'exprimer leur mal-être est souvent mal perçue et mal comprise par les humains. Donc on ne leur vient pas forcément en aide. Et parfois, le simple fait de nous communiquer qu'ils vont mal peut se retourner contre eux et ça peut dégrader encore plus leur bien-être. Des fois, c'est assez explicite. Par exemple, si notre chien essaye de fuir chez le vétérinaire, on comprend bien que c'est lié au stress de la visite. Mais ça peut aussi se manifester par des signaux beaucoup plus subtils, comme par exemple se lécher les babines, bâiller, se gratter, baver, faire la grimace, regarder partout, s'ébrouer, secouer la tête. Et ceux-là sont beaucoup moins faciles à comprendre pour nous. C'est comme si un extraterrestre voyait quelqu'un se ronger les ongles. Il comprendrait pas forcément que c'est un signe d'anxiété. Et c'est pareil pour les comportements qui indiquent un mal-être ou un stress chronique. Il n'y a pas beaucoup de propriétaires qui vont se dire d'emblée que si leur chien tourne en rond dans le jardin, aboie en permanence et que leur chat urine partout, c'est qu'ils se sentent pas bien dans leurs pattes. Et il y en a encore moins qui vont chercher la cause de cette altération de leur bien-être. Souvent, ils sont punis ou on les empêche d'exprimer ces comportements compensatoires et c'est double peine. Alors évidemment, le stress n'est pas toujours mauvais et ne viendra pas systématiquement chronique. Il peut être une réponse adaptative normale et même souhaitable dans certaines situations. Mais si la situation qui a déclenché le stress persiste ou se répète, la réponse de l'organisme sera prolongée, pouvant être accompagnée de changements comportementaux et d'états émotionnels négatifs. Le stress chronique peut même déclencher des états semblables à la dépression. Ça veut dire que s'ils stressent régulièrement, vos animaux peuvent devenir dépressifs. Alors on parle plutôt d'anédonisme chez les animaux, mais oui, c'est tout comme. Ouais, pourquoi ils seraient dans des situations stressantes régulièrement, les animaux? C'est quoi le problème? C'est nous, Thomas. Moi? Non, nous, les humains. Ah, vous les humains. Nous les humains. Ah oui. En tant que propriétaires, nous décidons de tous les aspects de la vie de nos animaux. Notre situation personnelle et professionnelle, notre comportement, les choix que nous faisons et les ressources que nous mettons au service de nos animaux auront un impact sur leur bien-être. Il ne s'agit pas que du budget, bien que notre situation financière impacte grandement le niveau de soins qu'on pourra offrir à notre animal, l'endroit où il vivra et la nourriture qu'il mangera. Notre impact est beaucoup plus grand que ça. Le plus large des facteurs humains, c'est le contexte démographique, culturel et social dans lequel l'animal vit. Par exemple, dans certaines régions, il est socialement accepté que les chiens divaguent où bon leur semble. Ils ont donc une grande liberté qui leur procure un certain bien-être psychologique, mais la contrepartie, c'est qu'ils sont bien plus sujets aux accidents, aux bagarres et aux maladies infectieuses notamment. Donc leur santé physique peut en pâtir. A l'inverse, dans d'autres régions comme la nôtre, la divagation des chiens est interdite. Les chiens sont gardés en maison ou en appartement, souvent en bonne santé physique, mais leur bien-être mental peut être réduit en raison d'expériences limitées, d'une restriction d'espace et de leur liberté. Et en ce qui concerne les chats, on sait par exemple que les environnements typiques des résidences ne répondent généralement pas à leurs besoins exploratoires. D'une manière générale, dans ce type d'environnement, si l'animal a un propriétaire qui connaît et respecte ses besoins comportementaux, avec des arbres à chat, des plateformes, des griffoirs, il est très probable qu'il ait un niveau de bien-être tout à fait satisfaisant. Au contraire, si un chat vit dans un endroit confiné, très peu enrichi, sans pouvoir grimper, se faire les griffes ou regarder par la fenêtre, sans qu'on joue avec lui, ou s'il est tout le temps dérangé par du bruit ou des gens, là il y a très grande chance que le bien-être du chat soit fortement dégradé et qu'on voit apparaître des comportements compensatoires en réponse à ce stress chronique. Ce sont les fameux comportements problématiques de destruction, malpropreté ou de vocalise. On a là une dégradation du bien-être animal qui découle uniquement de l'environnement déterminé par le propriétaire et sur son niveau de connaissance de l'espèce. Ok, donc un chien à la campagne, ça va? Pas toujours. Un chien qui a accès à un jardin ne sera pas forcément plus heureux.
C'est une idée reçue difficile à déboulonner, mais l'accès à un jardin ne suffit pas pour un chien. Il a besoin de découvrir des odeurs nouvelles, de voir des paysages changeants, de rencontrer d'autres chiens, de courir après les oiseaux. Il y a des chiens qui en auront plus besoin que d'autres, évidemment, mais tout ça, ça fait partie des comportements naturels essentiels à leur bien-être. Son niveau de bien-être dépendra donc plutôt du niveau d'activité et d'implication de son propriétaire. S'il est détenu par quelqu'un qui fait 2 heures de marche par jour, il sera probablement en bien meilleure santé mentale que s'il est dans un jardin qu'il connaît déjà par cœur. Ouais, mais pour les chats, c'est mieux à la campagne quand même. Pas forcément non plus. D'autres facteurs liés au propriétaire entrent en jeu, comme ses convictions. Par exemple, un propriétaire qui pourrait laisser sortir son chat peut refuser de le faire s'il craint qu'il se fasse percuter par une voiture ou qu'il porte atteinte à la faune sauvage. Il peut y avoir une incompatibilité entre son souhait d'accorder de la liberté à son chat et ses valeurs et ses convictions écologiques, par exemple. Dans ce cas-là, comme pour le cas du chat d'appartement, il faudra s'assurer de compenser les effets du confinement par l'enrichissement de l'environnement. Ça demande à nouveau des connaissances sur la biologie de l'espèce et de la bonne volonté. Notre impact est vraiment très grand. Ça peut passer par des choses aussi terre à terre que le choix de son alimentation. Si on rend notre animal obèse, sa santé physique et mentale sera très probablement impactée, mais ça peut aussi passer par des choses aussi intangibles et fluctuantes que nos habitudes. L'anthropomorphisme notamment peut amener un propriétaire à faire subir à son chien un toilettage stressant 2 fois par mois ou à lui mettre du parfum régulièrement en dépit de son odorat sensible. La sensibilisation du propriétaire à ces problématiques est donc très importante, mais la source de ces connaissances l'est tout autant. C'est particulièrement crucial aujourd'hui à l'heure de la désinformation. Certaines informations que l'on tire de sources peu fiables peuvent nous conduire à faire un choix qui sera néfaste pour la santé de nos animaux alors que nous sommes tout à fait bien intentionnés. Nos propres préjugés peuvent aussi nous conduire à faire des erreurs. On entend par exemple souvent des phrases comme « c'est bon, un chat c'est indépendant, ça a besoin de rien » ou bien « j'ai toujours eu des chiens donc c'est bon, je sais faire ». Mais en fait, ça va pas du tout de soi. Avoir eu l'impression de bien faire par le passé n'est pas conclusif d'un point de vue bien-être si nous n'étions pas plus renseignés à l'époque. Je peux avoir été satisfait de mon éducation à la dure parce que le résultat était que mon chien était soumis et obéissant, alors que mon chien était en fait en permanence mort de peur et d'anxiété. Les chiens et les chats sont des animaux d'une grande intelligence et sensibilité, avec des besoins énormes, très différents de ceux de notre espèce et pas toujours faciles à satisfaire. Les relations sociales sont très importantes pour les chiens, avec d'autres chiens principalement, mais aussi avec d'autres humains. Ça aussi, c'est essentiel à leur bien-être. Oh yes, le propriétaire! Vous devriez avoir honte! Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il existe une infinité de facteurs liés au propriétaire et à l'environnement dans lequel est mis l'animal qui peuvent avoir des effets plus ou moins graves sur sa santé psychologique. Parce que ce qu'on oublie aussi, c'est que l'animal n'est pas une page blanche. Les animaux domestiques sont par définition modifiés par l'humain. Nous avons donc un impact sur eux, même avant leur naissance. Par le biais de la génétique, on pourra sélectionner certains traits facilement transmissibles, comme le caractère peureux qu'on retrouve dans des lignées entières. On pourra évidemment créer des races pour répondre à certains besoins, la chasse au sanglier, la défense de la maison, ou bien à une mode, celle qui veut des chiens très courts sur pattes ou au nez écrasé. Tous ces facteurs doivent être pris en compte avant même l'adoption pour éviter des mauvaises surprises, que ce soit par l'inadéquation de l'animal avec son environnement, ou bien par des difficultés inhérentes à la race. La sélection de certains traits peut affecter la capacité du chien à courir et à jouer, et même causer des troubles de santé importants qui peuvent être une source de stress chronique et d'une piètre qualité de vie. Un chien de berger aura tendance à être extrêmement attiré par le mouvement, car il a été sélectionné sur la base de ces critères dans la surveillance des troupeaux. Une brebis qui s'échappe doit immédiatement être reconduite, et donc un chien de berger doit être sensible et réactif au mouvement. Mais dans une vie urbaine, il sera tenté de courir après les vélos ou les joggers qui ont l'air aussi de s'échapper, et il sera constamment pris entre la décision de satisfaire ses besoins comportementaux ou d'éviter de se faire punir par son propriétaire qui voudrait qu'il reste au pied. De ce tiraillement peut résulter une frustration du propriétaire qui n'arrive pas à faire de son chien ce qu'il voudrait, mais aussi une frustration du chien de ne pas pouvoir faire ce pourquoi il a été sélectionné. Avant même l'adoption, les événements et les expériences vécues par le chiot laissent aussi des marques sur son caractère et son comportement. Les chiens nés dans des élevages commerciaux à grande échelle et vendus via des magasins ou en ligne présentent un risque accru de problèmes comportementaux et émotionnels. La santé mentale de nos animaux est donc dépendante de la triade individu, environnement, propriétaire, c'est-à-dire quel animal, dans quel environnement et avec quel propriétaire. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions simples et faciles à mettre en place pour améliorer le bien-être en augmentant 2 facteurs essentiels, le contrôle et la prévisibilité de nos animaux. Ce sont des concepts clés en bien-être animal. Le contrôle, c'est la capacité d'un animal à agir sur ce qui lui arrive, et la prévisibilité, c'est sa capacité à prévoir ce qui va lui arriver. Il arrive que nos animaux soient totalement privés
priver de ces deux éléments parce qu'on choisit tout à leur place. L'endroit où ils se couchent, l'heure et la composition de leur repas, tout jusqu'au moment où ils ont le droit de sortir faire leurs besoins. Le fait de n'avoir aucun contrôle ou prévisibilité peut les plonger dans un état de détresse profond et durable. Mais on peut y remédier. Par exemple, pour redonner un peu de contrôle à notre animal, au lieu de n'avoir qu'un seul panier pour lui, on peut mettre plusieurs paniers à disposition à plusieurs endroits de la maison pour qu'il puisse choisir où s'installer en fonction de ses besoins du moment. Être au calme ou au contraire dans la pièce à vivre. Être au chaud devant la cheminée ou au contraire au frais dans la chambre. Ou bien on peut laisser à disposition plusieurs types de jouets pour qu'il puisse choisir en fonction des odeurs, des textures, du bruit. Ou encore mettre une trappe pour qu'il puisse aller faire ses besoins dans le jardin à sa guise sans attendre qu'on y pense ou qu'on soit disponible pour lui ouvrir. Pour améliorer la prévisibilité des événements qui lui arrivent, on peut le prévenir qu'un événement pas forcément plaisant va se produire en utilisant toujours les mêmes mots pour signaler, comme griffe avant de lui couper les griffes, ou harnais avant de lui mettre le harnais. Ou bien ne jamais faire ce genre de soins dans certaines pièces de la maison pour qu'il sache que quand il est dans cette pièce, il peut se relaxer complètement, il n'y a pas besoin de se méfier, il ne va pas être pris par surprise. Alors, certains peuvent se dire qu'offrir ce genre de contrôle à son animal va en faire des animaux rois qui vont être exigeants. C'est une idée reçue. Augmenter le contrôle et la prévisibilité ne rend pas les animaux plus exigeants, mais par contre, ça améliore grandement leur confiance en nous et leur bien-être. On aura un animal plus détendu, qui va pouvoir comprendre et agir sur ce qui lui arrive, qui va moins craindre d'être piégé, donc qui sera plus coopératif et beaucoup moins stressé sur le long terme. Bref, la solution la plus simple pour améliorer le bien-être et prévenir les troubles de santé mentale de nos animaux de compagnie, c'est tout simplement de s'informer du mieux qu'on peut sur eux et sur leurs besoins. Tu vois Thomas, on a un rôle bien plus important à jouer que ce qu'on croit dans le bien-être psychologique de nos animaux. Il est possible à tout moment d'améliorer leur qualité de vie. En fait, chacun d'entre nous peut rapidement et facilement faire un pas en avant vers l'animal qu'il a choisi d'adopter. Mais en fait, tu vois, le simple fait de revoir un tout petit peu plus sur eux, tout petit peu plus, eh ben, ça peut faire déjà une énorme différence. Ah ouais, tu vois, c'est drôle, j'aurais pas cru. Thomas, Tu nous expliques? Thomas Gauthier, en violation de l'article 17.4 du Code de la colonisation galactique, je vous arrête. Ça, c'est sérieux, ça. Au moins, on en a des comme ça. Ouais, mais si on se rend compte que c'est ça qui marche, comment on l'a... Ok, on l'a refait. Tu les regardes eux? Est-ce que je suis surpris que ça soit téléporté? Non. Vous laissez trop longtemps, ça va partir. Hein.